J'aimerais ça que tu m'expliques, si tu veux, un peu ta routine. Là, on est chez toi, on se retrouve dans ta maison. Oui. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques un peu ta routine quand tu reviens ici, quand tu viens travailler ici. Ta petite routine matinale, si on peut se permettre une intrusion dans ton intimité. Oui, mais écoutez, ça va être assez simple. Là. Je me réveille à peu près à 7h15, 7h30 du matin, puis j'essaie de prendre un 20-30 minutes pour lire. J'ai des alertes médias, dans le fond, qui ont un lien avec mon portfolio d'industrie. Puis je prends les nouvelles, j'essaie de regarder s'il y a quelque chose qui va faire réagir, sur lequel je devrais réagir. Une nouvelle, par exemple, cette semaine, il y a eu la mise à pied de 1700 personnes à la compagnie Bombardier. Donc là, il a fallu qu'on réagisse assez rapidement, des choses comme ça. Puis après ça, ben, je me lave, je déjeune. Souvent, je mange un bol de céréales avec un fruit, puis je quitte pour le travail. Vers le bureau de comté. Ouais, où on ira tantôt, un peu plus tard. Effectivement. Là, ben, comme on sait que les députés fédéraux sont souvent à Ottawa, oui. Comment on concilie la vie à la maison versus la vie à Ottawa? Comment on réussit à jongler avec les deux? Est-ce que pour toi, c'est deux compartiments qui sont vraiment deux cases séparées? Est-ce que tu as ta vie au travail à Ottawa, ta vie à la maison ici? Bien, par la force des choses, c'est souvent un peu compartimenté parce que du lundi au jeudi, je suis à Ottawa et je demeure à Ottawa dans un appartement. Puis je reviens toutes les fins de semaine ici. Il y a une semaine par mois où le Parlement ferme pour permettre aux députés d'être dans leur comté durant la semaine. Donc, ça arrive une semaine sur 4 ou 5 qu'on est ici. Puis la vie de famille, ben, étant donné que j'ai pas encore d'enfant, mais ça s'en vient, là, j'en ai un dans mon blanc. Ah, c'est vrai? Oui. Ben, félicitations. Merci. Je savais pas. Je savais-tu? Je sais pas si je le savais. Non, mais non, j'ai commencé à dire... ouais, ça fait pas très longtemps, c'est 3 mois et demi. OK. Mais vous êtes le premier média probablement qui va en parler, peut-être, si c'est retenu. Si on est honoré, on est honoré. J'en demandais pas tant, mais... je suis pas content, en fait. Ouais. Puis, ben c'est ça, dans le fond, je reviens ici les fins de semaine et l'été, presque tout l'été, 2 mois et demi à peu près où le Parlement ferme, puis pendant le temps des fêtes. Et réussis-tu à travers tout ça à prendre du temps ici pour relaxer? Est-ce que tu réussis à trouver le moyen de poser de temps en temps? On a l'impression que t'es toujours parti, t'es toujours entre deux réunions, quoi que ce soit. Est-ce que tu réussis à trouver un petit peu de temps pour toi à travers tout ça? Oui, de temps en temps. C'est sûr que mes adjoints, ils m'aident beaucoup parce que autrement, je pense que j'ai beaucoup de difficultés à gérer un horaire. Okay. C'est vraiment eux qui me disent, ben là, peut-être que tu pourrais prendre une journée de congé, puis ça serait... Puis quand ça arrive, ça me fait vraiment du bien. C'est là que tu t'aperçois tout ce que tu as accumulé. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui aime bouger, puis je peux pas rester 2 jours ici à juste rester ici. Tu finirais par te trouver quelque chose. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Mais oui, ça arrive ici. Puis mes amis, je réussis à les voir à coup de 2 heures, une fois par 2 semaines, une fois par 3 semaines. C'est assez important de voir mes amis, de voir ma famille. Souvent, je passe soit les vendredis pour l'heure du souper ou les dimanches avant de retourner à Ottawa avec ma mère. Un petit souper vite, ça dure 1 heure. Puis après ça, je prends des nouvelles, tout ça. Puis mes adjoints, ils respectent beaucoup ces moments-là. Et toi, tu as une formation d'enseignement? Oui. Au secondaire, je crois? Oui. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te lancer en politique? Ça a été quand le déclic? Ça a été graduel, je dirais, depuis le début où j'ai commencé à enseigner. Je me suis impliquée au syndicat dans le comité sociopolitique, puis sur le CE.
Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était justement tout ce qui était politique, mais plutôt les politiques publiques, les programmes publics, les services publics. Je m'impliquais beaucoup dans ces secteurs-là. Puis, graduellement, avec mes élèves, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour sensibiliser mes élèves, justement, à s'impliquer dans la société, à donner leur avis, leur opinion et tout ça. Puis, il y a beaucoup de pauvreté, ça m'a beaucoup, ça m'a toujours touchée, en fait. Mes parents me parlaient beaucoup d'où est-ce qu'on vient, au Vietnam, c'est un village assez pauvre, puis tout ça. Puis qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider les gens. Puis j'ai commencé à m'impliquer plus au niveau communautaire avec mes jeunes. À l'école, on ramassait des vélos pour envoyer dans le sud, on cuisinait des plats pour le Café des Deux Pins, des choses comme ça. Puis à un moment donné, c'est une amie Cynthia Roy, qui était l'ancienne candidate aux élections de 2006 pour l'NPD, ouais, qui m'a dit « Ah, mais Anne, il me semble que tu as déjà les valeurs du NPD en toi. Est-ce que tu voudrais te présenter? Parce que là, moi, elle a déménagé. Et puis, elle cherchait quelqu'un pour représenter le NPD. Puis je me disais, ben, je sais pas exactement en quoi ça consiste, là, qu'est-ce que j'ai à faire et tout. Et puis, elle me dit, tu peux juste mettre ton nom, puis si jamais il y a des journalistes qui t'appellent, si ça te tente, tu fais des entrevues, si ça te tente pas, ben, tu le refuses. Puis finalement, j'ai vraiment pris goût à faire des entrevues, à participer à des débats, à faire des recherches, justement, sur c'est quoi les positions du NPD sur différents enjeux. Puis, en 2008, je suis arrivée 4e sur 5, là, avec 11,5% des votes. Et ensuite, il y a eu la fameuse vague orange. Oui, en 2011. En 2011, qui a propulsé, je pense, à 43% de voix. Oui. C'était déjà visiblement réglé assez tôt dans la soirée. Comment t'as réagi à ça? Est-ce que tu après la 4e position, est-ce que tu t'attendais à ça? Non, je m'attendais pas à ça du tout comme résultat. Moi, mon objectif, c'était vraiment de faire connaître le NPD davantage, de faire connaître les valeurs, de participer au débat. Puis, ça a été une surprise quand même parce que jusqu'à 2 semaines ou 1 semaine et demie avant le jour des élections, on sentait pas tant que ça la vague. On sentait que les gens connaissaient davantage Jack Layton, avaient associé Jack Layton au NPD ou à la couleur orange. Et la moustache. Oui, à la moustache et à la canne, oui. C'était pas Oui, c'est vrai. Mais je me disais, c'est sympathique, ça va bien, mais pas au point de gagner. Puis, comme tu dis, dès le départ, il y avait déjà un écart. Puis plus ça allait, la première boîte ouverte, je disais, il y a une boîte, là, ça se peut. C'est ta famille. Oui, à la limite. Là, je me dis, 10 boîtes, il en reste quand même pas mal. Puis finalement, plus ça allait, plus l'écart grandissait. Puis à un moment donné, il y a un de mes bénévoles qui a été mon adjoint, Antonia Manca, qui me dit, Anne, vous avez gagné. Puis je me dis, voyons, ça te va. Puis là, à partir de ce moment-là, c'était comme un gros brouhaha de bruit, de gens contents, puis moi qui me dis « Oh mon Dieu, mais je fais quoi? » C'est vrai. Puis le téléphone qui commence le téléphone commence à sonner, puis qui dérougit pas, puis là, les journalistes qui arrivent, qui posent des questions, puis comment tu te sens? Mais je sais pas, je suis contente, là, j'imagine. C'est la première fois que ça m'arrive. Oui, c'est ça, puis je m'en attendais pas vraiment, puis je sais pas à quoi ça rime non plus, ça va être quoi mes tâches, quand est-ce que je commence, qu'est-ce que je fais, est-ce que je rentre à l'école demain parce que c'était une journée d'école le lendemain, est-ce que j'enseigne, finalement à 2h du matin, il y a une personne de l'équipe de Jack Layton qui a appelé probablement tous les députés pour leur dire félicitations d'abord, beau boulot, puis vous rentrez quand même vous avez 2 semaines de préavis à donner à votre employeur, et puis après ça vous allez recevoir des téléphones, il y a des formations, des choses, des formulaires à aller signer à Ottawa et tout ça. Puis on a été bien pris en charge par la suite, là, mais ça c'était un moment assez... C'est vertigineux de vraiment. Pas savoir... Ouais. C'est l'inconnu total. Là. On pose le pied, le plancher pas encore sous nos pieds. Oui, c'est ça. Il va apparaître, mais... C'est une belle aventure qui commençait. Merci beaucoup. On va poursuivre un peu plus tard. Si tu veux bien, on va aller vers ton bureau de comté. Parfait.
Moi, je trouve que tu décores avec goût. Pour vrai, non, mais pour vrai, chez vous, puis ici. Ben, j'essaie de mettre des toiles, là, mais non, mais moi non plus, je suis pas vraiment bonne en décoration. C'est juste que j'aime les toiles. J'aime les. J'aime l'art, j'aime la couleur, en fait. Ouais. Je me suis dit que j'allais laisser ça comme c'est d'habitude, là, fait que c'est parfait. Pas rangé, là, mais c'est le même. Quand t'arrives ici, la première chose que tu fais quand tu t'assois à ton bureau? J'allume mon ordinateur. Ouais, j'allume mon ordinateur, puis je regarde si mes adjoints m'ont pas laissé des lettres ou des feuilles à signer, des choses comme ça. Puis ensuite, la première chose que je fais, c'est que je regarde qu'est-ce que j'ai à faire dans la journée. C'est quoi les dossiers. En fait, je regarde, une fois que j'ai allumé mon ordinateur, je regarde quels sont les rendez-vous qui sont à mon horaire ou les suivis de dossiers qu'il faut que je fasse. Avec l'horaire chargé que tu as, est-ce que tu essaies de voir en avant ou est-ce que tu sais ce que, supposons je te demande, qu'est-ce que tu fais dans 10 jours? Est-ce que tu es au courant de ce que tu fais dans 10 jours? Oui, en temps normal, oui, là, parce que on essaie toujours de planifier 1 à 2 mois d'avance, okay. Sauf que c'est sûr que quand je viens dans le comté, je sais pas toujours exactement qu'est-ce qui va arriver parce qu'il y a toujours des choses de dernière minute, des gens qui me demandent des rencontres à la dernière minute ou puis en temps normal, j'essaie d'accepter, là. C'est sûr que il y a beaucoup de gens que j'ai à rencontrer qui peuvent pas me rencontrer la fin de semaine. Donc, aussitôt que j'ai un moment de libre, j'essaie de... Surtout quand je suis dans le comté. Quand j'ai des semaines comme cette semaine où je suis là, je suis pas mal disponible. Donc, est-ce que tu passes est-ce que tu passes du temps ici ou si tu viens juste voir ce qu'il y a à faire et tu t'en vas, est-ce que tu passes beaucoup de temps sur cette chaise-là? Ben, ça dépend. Il y a pas de journée qui est pareille. J'essaie d'être, quand je suis dans le comté, j'essaie d'être sur le terrain autant que possible pour rencontrer les gens. J'essaie de me garder à peu près peut-être l'équivalent d'un après-midi ou un avant-midi pour justement faire des suivis de dossiers parce que je peux pas tout le temps être en rencontre parce que quand je rencontre des gens, ils me font des demandes, il faut que je fasse des suivis. Donc j'essaie de garder une demi-journée à une journée là, par semaine ou par fin de semaine pour pouvoir faire un suivi. Puis, il y a des rencontres comme aujourd'hui, ensemble, on est en rencontre. Ce matin, j'avais une entrevue téléphonique avec quelqu'un de Radio-Canada pour le redécoupage électoral. Hier, il y avait une séance publique avec les citoyens sur Post Canada, les coupures à Post Canada. Avant ça, j'étais allée rencontrer la mairesse à Saint-Stanislas-de-Kostka. Le matin, j'étais allée rencontrer qui donc? J'étais allée rencontrer le journal Le Soleil, le Saint-François, puis quand je suis ici, là, je suis allée rencontrer du déjeuner mardi avec la Chambre de commerce de la région. Ensuite, aller visiter le groupe Meloche. Je fais des rencontres d'équipe à tous les vendredis d'habitude, justement pour voir un peu à court, à moyen, puis à long terme, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les prochaines activités, est-ce que j'organise des activités dans le comté, qui est-ce que je rencontre qui a rapport avec mon projet de loi ou avec mon portfolio d'industrie. Donc, il y a beaucoup de choses qui roulent en même temps. Ouais. Et là, tu parles de l'industrie, tu es porte-parole adjointe en matière d'industrie. Oui. Avant, tu étais porte-parole en matière d'environnement. Oui. Et avant ça, tu étais porte-parole en matière de santé. Oui. Comment c'est attribué ça? Est-ce que c'est toi qui fais la demande de travailler pour un comité? Est-ce que ça t'est attribué? Comment ça s'est fait et pourquoi tu avais choisi à la base de travailler en santé? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir les départements que tu as choisis finalement? En fait, le parcours a été assez divers, si je peux dire, parce que au départ, c'est Jack Layton qui m'avait appelé pour me demander si j'acceptais d'être porte-parole adjointe en santé. Et puis, Jack Layton au bout du fil, moi je peux pas refuser vraiment. Et puis je me dis, j'ai quand même des gens dans ma famille qui sont dans le domaine de la santé, mes parents étaient infirmiers. Mon frère, ma soeur sont médecins, puis je me dis, bon, si jamais j'ai des questions, au moins, puis j'ai des amis pharmaciens, donc tout ça. Puis je me débrouille, j'apprends vite. Alors, ça c'était vraiment probablement que Jack Layton avait vu que j'avais travaillé dans le domaine des programmes publics en tant qu'enseignante, puis en tant que impliquée dans le syndicat. Donc, j'imagine que ça faisait partie un peu de sa façon de décerner des portfolios. Puis ensuite,
quand Thomas Mulcair est arrivé, il nous a demandé à tous les députés de nommer 3 dossiers sur lesquels on voudrait travailler. J'avais renommé santé, environnement et agriculture, étant donné que notre comté est très agricole. Puis j'avais reçu le dossier de l'environnement. Puis j'imagine que ils ont dû trouver que je me suis bien débrouillée en environnement, en santé, puis ils ont décidé de me donner un dossier plus économique, comme on doit travailler la crédibilité du NPD en matière d'économie. Puis aussi parce que je suis en région, surtout, comme tu dis, le NPD a, entre parenthèses, à faire ses preuves du côté économique, puisque c'est pas pour ça qu'on le reconnaît à prime abord. Exactement. Mais comment tu as abordé ce défi-là? Au départ, honnêtement, je savais pas exactement comment réagir. Je me disais, oui, ok, l'industrie, j'ai pas nécessairement un background en industrie ou en économie, ou j'étais enseignante avant. Je me dis, bon, mais en même temps, j'apprends. J'ai une adjointe exceptionnelle à Ottawa qui s'appelle Isabelle Bourassa, qui est mon adjointe parlementaire, donc qui fait de la recherche aussi, puis qui a plongé avec moi dans ce dossier-là. Puis depuis ce temps-là, on apprend beaucoup. C'est vraiment ça. Je pense que ça prend de la curiosité, ça prend des gens qui aiment faire de la recherche, qui aiment lire, s'asseoir, essayer de comprendre, puis se retrousser les manches. Ouais. T'avais quel âge quand t'as été élu? 28 ans. 28 ans? Ouais. Donc l'âge que j'ai, je m'imagine même pas être dans la situation d'être un député fédéral. Comment t'as abordé ça? Comment est-ce que tu te sentais par rapport aux autres? Est-ce que tu sentais que tu avais besoin de faire tes preuves? Vous étiez plusieurs jeunes au NPD. Est-ce que tu sentais que tu avais besoin de faire tes preuves face aux politiciens, oui, des autres camps, mais aussi même du NPD, au sein même du NPD? Est-ce que tu sentais une pression ou quoi que ce soit? Oui, une pression, pas parce que les autres me le faisaient sentir, mais plutôt parce que moi, je trouvais que, il y a des gens d'expérience, puis quand on a peu d'expérience, j'imagine qu'on veut justement que les gens soient fiers de leur équipe au complet. Puis, c'est sûr qu'on essaie d'apprendre rapidement et bien, puis de donner son 100%, donc je faisais beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, je rencontrais le plus d'intervenants possible pour justement avoir une meilleure connaissance de mon dossier. Puis faire mes preuves, c'était pas seulement vis-à-vis mes collègues, mais c'était aussi dans le comté. C'était les gens d'ici, bon, ils ont élu une jeune, ils ont élu quelqu'un qu'ils connaissaient pas, d'un nouveau parti aussi. Puis juste après, quelqu'un, Claude de Bellefeuille, qui était une personne très solide, qui représentait super bien ses électeurs, très apprécié. Exactement. Puis je me disais, j'ai des grands souliers à chausser, puis en même temps, je suis vraiment bien intentionnée, je suis vraiment là pour apprendre, je suis vraiment là pour servir la population. Puis je vais faire ce que je peux du mieux que je peux. Puis je pense que les gens l'apprécient. Oui, tu sens que ça a fonctionné. Oui. Je ressens vraiment l'empathie des gens, puis la fierté des gens, puis je me fais dire que je les représente bien. Je pense que je suis quelqu'un qui est très à l'écoute aussi des gens, puis je suis assez humble quand les gens font des critiques. Je les prends. C'est sûr que je prends pas tout personnel non plus. Je me dis, c'est sûr que j'ai des valeurs, c'est sûr que j'ai des idées. Ça plaît j'imagine, à la majorité. Puis ça déplaît à certains, mais tant mieux parce que c'est ça la démocratie, c'est ça qui fait avancer les choses. Quand les gens critiquent, il y a toujours du bon à aller chercher dans une critique, je pense, selon la manière dont elle est faite, mais bon, c'est ça. Et là, les prochaines élections sont prévues pour 2015. Oui. Est-ce qu'on est déjà en train de préparer ça? Est-ce que oui, on est déjà en mode. Je sais que le chef en parle énormément. Oui. On se rappelle pendant la fameuse loi Bayon où vous étiez levé pour crier 2015 après la nuit d'horreur qu'on a vécue. Mais est-ce que concrètement il y a déjà du travail qui se fait pour les élections? Oui, c'est sûr que là, ici, on est dans un bureau où on n'est pas supposé d'être partisan, là, mais... Oui. Oui, il y a du travail qui se fait. C'est sûr qu'on travaille toujours en allant chercher le plus d'appui possible, puis on essaie de faire attention aux enjeux qui intéressent le plus, puis qui vont aider le plus les gens de chez nous. On est des représentants, donc si on représente mal, ça nous sert mal aussi. Donc le but, c'est vraiment de travailler pour répondre aux besoins des gens.
on va aller immédiatement se diriger vers l'endroit coup de cœur que tu as choisi qui est. Ben, en fait, j'aurais aimé ça choisir le circuit du paysan au complet, mais comme il faut aller en quelque part, j'ai choisi le Café Namasté, qui est probablement le premier endroit du circuit du paysan que j'ai découvert en 2011. Parfait, puis on va se reparler du circuit du paysan là-bas aussi. Parfait! Alors Anne, on se retrouve au Café Namasté, qui fait partie, et on est avec Yannick Imbeau, propriétaire du Café Namasté. Bonjour. Bonjour. Alors le Café Namasté, ça fait partie du circuit du paysan. C'est quoi le circuit du paysan rapidement? C'est assez large, mais en quoi ça consiste? Oui, ben en fait, c'est un circuit touristique qui est, je pense, probablement le circuit touristique signalisé le premier au Québec. Ça fait 15 ans que ça existe, c'est la 15e édition en fait. Puis ça met en valeur les entrepreneurs locaux et aussi leurs produits du terroir. Donc c'est vraiment un très très beau circuit qui passe dans plusieurs MRC. Là, je ne peux pas vous dire combien de MRC sont touchés. Il y a le Haut-Saint-Laurent, il y a Boismont-Salaberry, il y a Vaudreuil-Soulanges et les Jardins de la Pierreville à coup sûr, mais je ne sais pas jusqu'où ça s'étend. Alors ça c'est parce que je le sais parce que c'est mon territoire là. Et je pense que le Café Namasté, c'est le premier endroit du circuit du paysan que j'ai découvert en 2011. Et après ça, ça m'a donné le goût de découvrir les autres coins. J'ai fait une espèce d'escapade en vélo pour le circuit du paysan du Haut-Saint-Laurent et de Boismont-Salaberry. Puis j'ai complété le reste cet été en voiture. Et là, tu dis ça, circuit signalisé, c'est-à-dire que c'est des panneaux de signalisation partout sur les routes qu'on peut voir moi, en le disant, ça m'a rappelé que j'avais vu ça beaucoup, mais je n'avais pas associé à ça. Alors, est-ce que c'est une initiative, est-ce que ça existe depuis longtemps sous cette forme-là, le circuit du paysan? Ben, sous cette forme-là, je pense que c'est la 15e édition. Sur la route, on a des panneaux bleus où c'est indiqué circuit du paysan. Puis chaque commerce, il me semble, si vous me corrigerez, Yannick, il y a une espèce d'enseigne aussi du circuit du paysan qui est jaune et brune, si je ne m'abuse. C'est ça. Et dans le circuit du paysan, donc tu disais que c'était la première place que tu avais visitée, c'était ici le Café Namasté, d'où la raison pour laquelle tu en as fait ton coup de cœur pour notre émission. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu du plaisir à venir ici, que ça t'a fait vouloir découvrir davantage le circuit du paysan? Qu'est-ce qui est ici que tu retrouves qui te plaît particulièrement? La chaleur, quand on rentre ici, c'est coloré, il y a plein de produits, des produits bio, il y a des produits cuisinés par Madame Imbeau, c'est vraiment... je trouve que c'est super chaleureux, puis des produits qui sont vraiment spéciaux, qu'on ne retrouve pas n'importe où. En fait, je me sens ici comme à Montréal. Pourtant, on est en région. Donc, ouais. Et Yannick, ça fait combien de temps que tu es propriétaire de l'endroit? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te démarrer cette entreprise-là ici à Armstrong? Ben moi, je viens de la campagne, je viens de Saint-Stanislas. Après avoir vécu en ville pendant longtemps et faire plein de cafés et adorer prendre le café ailleurs, j'ai décidé que j'avais le goût de le faire pour moi-même. Puis en ayant travaillé dans une entreprise familiale avec mes parents, ben, j'ai voulu voler de mes propres ailes, puis démarrer le café. Et ici, ce qu'on voit, c'est toi finalement, c'est un peu ce que t'es à l'intérieur. Puis donc ici, on voit derrière les guitares, les instruments, tu donnes des spectacles aussi? Oui, chaque vendredi soir, il y a un band qui a été sélectionné, qui joue pendant environ 1 heure de temps, de 7h30 à 8h30. Et puis après, c'est un micro ouvert. Donc, les gens locaux qui veulent venir oser jouer devant les autres, ils peuvent venir performer. Et tu offres aussi de la nourriture? Oui, on a un menu régulier à tous les jours. Le vendredi soir, on a un repas spécial.
surprise. Et j'ai vu qu'il y avait des choses à vendre aussi un peu partout. Oui. Comment ça fonctionne? D'où ça part? Mais là, c'est sûr que le café en vrac, qui est bio et équitable. Puis il y a le thé aussi, on a une grande variété de thé que vous pouvez acheter en vrac aussi. Puis l'encens, puis des vêtements du Népal, un peu de tout là, accessoires de thé. Toutes sortes de petits trucs. Et toi, tu tiens ça à bout de bras. Ça représente combien de travail? Ça représente 7 jours par semaine ici. Puis la journée de congé à faire les commissions ici, finalement. Donc 7 jours sur 7. Mais c'est une application qui est totale, Oui. mais qui est très agréable. Oui, parfaitement. Ouais. Tu regardes pas donc choix du tout. Non. Ça n'a pas l'air, en tout cas. Et est-ce que vous êtes connu lors de ta première visite ici? Oui. Vous ne connaissiez pas avant? Non, pas du tout. C'est vraiment, je trouve que c'est hyper artistique ici, c'est vraiment créatif. C'est même dans le menu, c'est créatif. C'est pas ce qu'on se trouve dans des fast-food ou dans des. Ouais, qu'est-ce qu'on peut manger ici? Il y a différentes salades, différents sandwichs comme des paninis ou repas réguliers, sandwichs réguliers, ou bien des menus déjeuner, il y a des œufs bénédictines. Les gaufres, mais c'est tout fait à base de recettes maison. C'est pas des trucs achetés, préparés, c'est tout fait de recettes maison. Mais c'est vrai ce que tu disais tantôt, le côté montréalais est le fun. Puis quand tu passes la porte à l'extérieur, tu tombes pas dans le stress de la ville. C'est merveilleux. C'est pas juste une bulle, à l'extérieur, c'est la campagne. Toi, tu es originaire de où, tu me disais? Saint-Stanislas. De Saint-Stanislas. Oui. Et pourquoi Amsterdam? Je sais pas, le cachet de l'endroit, c'est pas pareil comme les autres villages du coin. T'sais, les autres villages, ça fait vraiment un petit village campagnard, tandis qu'ici, il y a un cachet particulier à Amsterdam qui m'a attiré. Le centre-ville est quand même assez dynamique. Oui, oui. Les gens aussi ici, c'est vraiment anglo-franco. Ouais, c'est ça, j'allais vers là. La cohabitation, ici, c'est un peu moins le cas dans les films. Il y a eu une époque où il y avait plus d'anglophones aussi dans les films, mais là, c'est moins le cas. Comment ça se passe ici? Est-ce que ce commerce est un commerce plus francophone où les gens, est-ce qu'ils se mixent naturellement comme ça? Oui, c'est très mix. Les vendredis soirs, on essaie de les faire le plus bilingue possible parce que c'est très mélangé. Pas toujours évident, mais non, je pense que c'est notre force d'être vraiment parfaitement bilingue, donc on peut servir tout le monde à part également. Merci beaucoup, Yannick. Merci. Merci, Anne. Merci, monsieur.